La campagne pour les élections législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire s'est ouverte ce vendredi. Un scrutin qui intervient 4 mois après une présidentielle contestée dont la campagne avait été marquée par des violences. L'organisation internationale Human Rights Watch a accusé vendredi l'armée camerounaise d'avoir violé au moins 20 femmes, dont 4 handicapées, et d'avoir tué un homme le 1er mars 2020. L'homme d'affaires sud-africain Patrice Motsepe a présenté son manifeste en 10 points dans le cadre de la campagne pour la CAF. Ce capitaine d'industrie minière est le moins connu des 4 candidats. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. La campagne pour les élections législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire s'est ouverte ce vendredi. Un scrutin qui intervient 4 mois après une présidentielle contestée dont la campagne avait été marquée par des violences. Reportage. Top départ pour la conquête des électeurs pour les législatives en Côte d'Ivoire. L'opposition qui avait boycotté la présidentielle en appelant à la désobéissance civile a cette fois décidé de participer à ce scrutin législatif pour renouveler l'Assemblée nationale actuellement dominée par le parti au pouvoir. Pour la première fois depuis 10 ans, la branche du Front populaire ivoirien FPI de l'ancien président Laurent Gbagbo présentera des candidats sous la bannière d'une coalition de partis appelée Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. EDS a noué une alliance électorale avec le plus grand parti d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, de l'ancien président Henri Konan Bédié, qui, aux dernières législatives de décembre 2016, était allié au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au pouvoir. Ensemble, ils avaient alors obtenu la majorité absolue avec 167 sièges sur 255. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié entend conquérir avec Laurent Gbagbo la majorité pour éviter la consolidation d'un pouvoir absolu dans notre pays et réconcilier les Ivoiriens, disent-ils. La participation du FPI pour Gbagbo et du PDCI fait suite à une amorce de dialogue entre Bédié et le président Alassane Ouattara, ainsi qu'à des gestes d'apaisement du pouvoir, dont la libération conditionnelle de plusieurs opposants arrêtés après la présidentielle du 31 octobre 2020. Cette élection avait été largement remportée par Alassane Ouattara, dont la victoire a été contestée par l'opposition, qui juge anticonstitutionnel son 3e mandat. Les violences électorales liées à cette présidentielle ont fait 87 morts et près de 500 blessés. L'organisation internationale Human Rights Watch a accusé vendredi l'armée camerounaise d'avoir violé au moins 20 femmes, dont 4 handicapées, et d'avoir tué un homme le 1er mars 2020. Les faits se sont produits dans une des régions anglophones du pays en proie au conflit sanglant. Reportage. Des soldats ont capturé des hommes dans le village d'Ebam, dans la région du sud-ouest du Cameroun, tandis que d'autres se sont livrés à des agressions sexuelles contre des femmes. Human Rights Watch assure aussi qu'un homme de 34 ans a été tué par des militaires dans une forêt entourant Ebam. Des témoins ont déclaré que plus de 50 soldats sont entrés à pied à Ebam dans la nuit du 1er mars 2020 en représailles contre des civils suspectés de coopérer avec des combattants séparatistes et de les abriter. 5 soldats portant un masque sont entrés chez moi. L'un d'eux a abusé de moi, a témoigné une femme âgée de 40 ans, citée par Human Rights Watch. L'ONG a aussi déclaré que des soldats ont amené au moins 36 hommes dans une base militaire où ils ont été roués de coups à plusieurs reprises, des passages à tabac, d'une violence relevant de la torture. Selon la directrice adjointe de la division à Human Rights Watch, les autorités camerounaises devraient mener d'urgence une enquête indépendante sur l'attaque d'Ebam avec le soutien de l'ONU et de l'Union africaine et rendre ses conclusions publiques. Les ONG internationales et l'ONU dénoncent régulièrement des crimes et des exactions commis sur les civils par les deux camps, séparatistes armés et militaires, dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Ce conflit a fait plus de 3000 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile.
La maison du correspondant de Radio France Internationale au Niger a été vandalisée et en partie incendiée à Niamey par des inconnus. L'attaque du domicile du correspondant Moussa Kaka, sorti indemne de l'attaque, est survenue dans un contexte politique tendu lié au second tour de l'élection présidentielle. Je vous propose ici de suivre les explications de la victime. Bon, c'est malheureux, voilà. C'est malheureux d'attaquer une maison d'un journaliste parce qu'elle a tout simplement fait son travail. J'étais assis devant ma porte. Depuis 4 h du matin, j'étais dehors, j'attendais, je savais que ça allait se passer. Ils sont venus de Verton de Bia, ils ont cassé ma maison qui est à Conseil. Ils sont venus, ils ont cassé 2 autres maisons de personnalité là-bas, je ne sais pas qui c'est. Ils sont venus vers 10 h, voilà, ils m'ont trouvé. Donc, moi, je n'ai rien fait aux gens de Luma, là, je n'ai rien fait. Et moi, on voit plus de 3000 messages de menaces de mort depuis 1 mois, depuis 2 mois même. Ça ne peut pas aller, ils n'ont qu'à changer d'option. Je ne suis pas leur ennemi. Leur concurrent, c'est Bazoum qui a eu son pouvoir. Ce n'est pas Moussa Kaka. Et même demain, s'il faut refaire le travail, je le ferai comme ça. Et à propos de ces incidents, le ministre nigérien de l'Intérieur, Alkaché Alada, a accusé le principal opposant Ama Amadou d'être à l'origine des troubles et de l'attaque également de la maison du correspondant du RFI, Moussa Kaka. On écoute le ministre nigérien de l'Intérieur. La maison de Moussa Kaka était victime, non pas des enfants de 13-14 ans, mais de ceux qui ont tenu les propos de haine, de ceux qui ont tenu les propos et qui ont appelé à la violence. Ce sont les Hamas qui sont responsables de ça. Ce sont eux qui sont responsables de l'incendie de la maison de Moussa Kaka. Tout comme ils sont responsables des autres incendies, tout comme ils sont responsables du pillage des boutiques. Et ils ont un mode opératoire. Ils donnent de l'argent à des enfants, 17, 18, 13, 14, 15 ans, pour aller brûler. Et derrière, maintenant, évidemment, il y a toute une logistique derrière qui fournit l'essence, le carburant, qui fournit les allumettes, etc., etc. Et ils ciblent des maisons, vous avez raison de dire ça. Il n'y a pas que la maison de Moussa Kaka. Nous n'accepterons pas que ce pays devienne un pays de dictature. Nous n'accepterons pas que ceux qui veulent coûte que coûte, quelles que soient les conditions, y compris en mettant le feu, arriver au pouvoir, ils le fassent. Nous n'accepterons pas cela. On parle toujours accusation avec l'ONG Amnesty International qui a accusé ce vendredi des soldats érythréens d'avoir tué des centaines de civils en novembre 2020 au Tigré, région du nord de l'Érythrée, en proie au combat. Le massacre pourrait constituer un crime contre l'humanité, avance l'ONG. Massacre, exécution, crime de guerre. Amnesty International dévoile un rapport sur ce qu'elle estime être une tuerie de masse dans la province du Tigré, en Éthiopie, en proie au combat depuis près de 4 mois. La guerre se déroulant loin des regards, il reste extrêmement difficile de mener l'enquête. L'ONG base ses affirmations sur des témoignages de survivants, réfugiés au Soudan voisin ou joints par téléphone, et sur des images satellites de la ville d'Aksum, une ville antique et sainte du nord du Tigré. Selon le consultant Jean-Baptiste Galopin, qui a collaboré avec Amnesty International, le massacre a eu lieu durant environ 24 heures, les 28 et 29 novembre, de la part des troupes érythréennes en réaction à une attaque d'un petit groupe de combattants sur une base. L'ONG demande la tenue d'une enquête diligentée par les Nations Unies. Le gouvernement d'Éthiopie a déjà refusé au mois de décembre. Il estimait ne pas avoir besoin de baby-sitters pour mener des enquêtes indépendantes. La présence de troupes venues d'Érythrée pour épauler les forces éthiopiennes a été rapportée par des habitants, des travailleurs humanitaires et des responsables locaux, mais a toujours été démentie par Asmara et Addis Abeba. Les pays européens et les Nations Unies ont dénoncé mercredi devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU la présence de l'armée érythréenne dans le Tigré. L'homme d'affaires sud-africain Patrice Motsepe a présenté son manifeste en 10 points dans le cadre de sa campagne pour la présidence de la Confédération africaine de football à Johannesburg. Ce capitaine d'industrie minière, beau-frère du président Cyril Ramaphosa, est le moins connu des 4 candidats à ce poste. Le milliardaire sud-africain Dr Patrice Motsepe a présenté son manifeste en 10 points dans le cadre de sa campagne pour la présidence de la Confédération africaine de football à Sandton, Johannesburg.
Dans ce manifeste, il expose ses plans pour améliorer les infrastructures africaines, se concentrer sur le développement de la jeunesse, améliorer la transparence au sein de la CAF et des autres fédérations africaines de football. Ne vous contentez pas de construire un stade. Construisez un centre commercial qui fera partie de ce stade. Construisez un hôtel qui fera partie de ce stade. Construisez des lieux d'habitation qui feront partie de ce stade. Construisez des immeubles de bureaux qui feront partie de ce stade. Construisez des restaurants pour le stade. Et cela devient durable. Il n'y a pas d'intention. Et je m'engage personnellement à faire en sorte que l'histoire, la fierté et le bon travail que les habitants du Caire ont accompli, et bien sûr, le soutien qu'ils ont reçu de l'Afrique, restent en place. Il n'y a donc aucune intention. Il n'y a pas, je ne participerai pas, ma candidature n'a rien à voir avec le transfert du siège de la CAF du Caire en Afrique du Sud. Nous devons utiliser le football pour rassembler les gens sur tout le continent. Et aussi, le type de questions et de différences politiques, nous les respectons, nous les reconnaissons et nous les laissons à être gérés au niveau de l'Union africaine et des Nations unies et essayer globalement de trouver. Nous avons besoin que l'Afrique soit en paix avec elle-même et qu'elle construise un pays pour tout le monde. Président du club Mamelodi Sundowns depuis 2003, Patrice Motsepe a également dit vouloir développer le football féminin sur le continent. Les élections pour la présidence de la CAF auront lieu à Rabat au Maroc le 12 mars prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis partout dans le monde, notamment nos fidèles téléspectateurs de la région de Bordeaux en France. À très bientôt.